Et avec nous, comme tous les lundis, Yves Tréhard. Bonjour Yves, merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Mathieu Souquer est également avec nous. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Essayiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. On va parler avec vous de ce qui s'est passé à Sciences Po, sous le feu des critiques de la droite et de l'extrême droite, après un accord de la direction suite à une mobilisation pro-palestinienne. Gabriel Attal qui a également tapé du poing sur la table. Il n'y aura jamais de droit au blocage, a dit le Premier ministre. On va parler de tout ça avec vous. Et Alex, on va voir votre journal de campagne. Oui, Marine Le Pen qui va enfin s'engager dans la campagne des élections européennes du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui est également la cible d'une femme qui sort de l'ombre dans le parti Reconquête. Sarah Knafo, la conseillère et compagne d'Éric Zemmour, sera candidate. C'est dans quelques instants le journal de campagne. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. On est un petit peu moins de 3 mois maintenant du coup d'envoi des Jeux Olympiques et parmi les questions qui se posent encore, les athlètes pourront-ils se baigner dans la Seine? Des doutes persistent toujours sur la qualité de l'eau. On regarde ce reportage de Jonathan Dupriez. C'est bon. Le ruban est coupé. Voici inaugurée en grande pompe la station d'épuration des eaux pluviales de Champigny-sur-Marne. En amont de la Seine, cette cuve cylindrique en béton peut traiter jusqu'à 50 000 mètres cubes en cas d'orage et éviter que des eaux non traitées se déversent dans le fleuve. Pour le gouvernement, cette infrastructure complète un plan global mis en œuvre pour assainir la Seine en vue des Jeux Olympiques. On a un plan d'action qui est très complet. Il y a la correction des mauvais branchements privés qui permet d'éviter qu'on déverse dans les cours d'eau des eaux usées. Il y a tout le travail qui est mené en sortie des stations d'épuration. Il y a le travail qui est mené comme ici pour à la fois collecter et dépolluer les eaux pluviales. Nous avons absolument toutes les conditions pour être au rendez-vous de cet engagement que nous avons pris vis-à-vis des athlètes du monde entier. Mais à 3 mois des Jeux, des doutes persistent toujours sur la qualité de l'eau. Certains sportifs sont inquiets, notamment des triathlètes, et leurs craintes semblent étayées par de récents prélèvements de l'ONG Surfrider Foundation. Donc Surfrider a surveillé sur 2 endroits, donc entre le pont de l'Alma et le pont Alexandre III, des paramètres biologiques, donc entérocoque et E. coli, pour qu'on puisse avoir de l'information sanitaire sur la qualité des eaux sur ce secteur-là. Donc 13 prélèvements sur 14 ont révélé la présentation de concentrations donc supérieures aux normes sanitaires en vigueur, donc avec des eaux qui sont contaminées. Ces résultats ont donné des sueurs froides à l'organisation des Jeux, qui préfère balayer ses conclusions à ce stade. J'étais un peu surpris effectivement qu'on fasse une étude sur une qualité d'eau en plein hiver. Il n'a jamais été question de vouloir se baigner dans la Seine pendant l'hiver. Les autorités espèrent surtout que les derniers projets du plan baignade porteront leurs fruits d'ici aux Jeux Olympiques. Depuis 2016, 1,4 milliard d'euros ont été investis pour assainir durablement la Seine. Des infrastructures majeures, comme le bassin d'Austerlitz, doivent encore être lancées. Pour la microbiologiste Françoise Lucas, ces multiples travaux ont nettement fait reculer la pollution de la Seine. Seule la variable météo pourrait tout faire basculer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas maîtriser, c'est impossible. La météo, on ne va pas la maîtriser, on peut la prédire. Mais s'il y a un énorme orage ou si on se retrouve avec une période pluvieuse longue, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le prédire. Objectif JO, certes, mais à terme, les pouvoirs publics espèrent surtout rendre la Seine propre à la baignade aux Parisiens. Et ce, dès l'été 2025. Avec 3 sites de baignade intramuros et une vingtaine autour de Paris. Certains s'y voient déjà. C'est un rêve de gosse de pouvoir me baigner un jour dans la Seine, donc je trouve ça très chouette. Il faut bien nettoyer, bien tout faire et ça va aller. Reconquérir la Seine, un travail de longue haleine, mais dont l'ambition permettrait aux Parisiens de rêver à nouveau d'un plongeon vu sur la Tour Eiffel. Chose impossible depuis plus de 100 ans. Yves, on a lu dans le Figaro que 1,4 milliard avait été dépensé pour rendre la Seine baignable. Est-ce que c'est un pari insensé ? En quelque sorte, oui, mais pour vivre et puis pour rêver, il faut des paris insensés. Non, mais pourquoi pas ? Bon, évidemment, on peut ouvrir la polémique en disant est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir rendre la Seine baignable au-delà des Jeux Olympiques, hein, je ne parle pas des Jeux Olympiques. Moi, ça me paraît être très risqué sur les Jeux Olympiques, mais je ne veux pas être dans le défaitisme, parce qu'il y a trop de défaitisme autour de cette compétition. Mais c'est vrai qu'on l'a vu l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des tests effectués avec des sportifs quand il y a eu, au mois d'août,
des épreuves d'ailleurs qualificatives qui ont été... et la plupart de ceux qui s'étaient baignés à l'époque ont été malades. Bon, c'est un beau défi, mais est-ce qu'on a besoin d'aller se baigner dans la Seine? Je veux dire, en dehors des Jeux Olympiques? Je sais pas. À mon avis, c'est un beau débat, d'ailleurs. C'est un débat estival, si j'ai envie de dire. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, parce que me baigner dans un fleuve, c'est pas trop mon truc. Mais voilà. On va voir si Mathieu, il a plus envie. Et je trouve pas que ce soit un débat estival. C'est un vrai débat, et c'est un vrai débat de fond, et c'est un vrai débat de fond sur ce que doit être la ville demain. Non, le sujet dont on cause évidemment est anecdotique sous l'angle des JO, mais si déjà en fait les JO auront permis qu'on rende enfin la Seine baignable, c'est pas nul. Et bien même sûr. Au prix d'un. Est-ce qu'on a besoin d'aller se baigner dans le fleuve qui passe chez vous? Ce qui est sûr. Ou la Ruyère? Non mais ce qui est sûr. C'est une vraie question. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher, hein. Alors 1,5 milliard et ça va pas coûter 1,5 milliard. Ça va coûter évidemment le double. Alors la question. À terme. La question est assurément ce que ça coûte, mais c'est aussi de savoir ce que ça rapporte. Et toutes les grandes villes, non pas seulement européenne, mais dans le monde, se pose désormais la question de la reconquête de la nature et d'une autre place faite à la nature dans les villes. On a reconquis les voies sur berge qui avant étaient exclusivement dévolues à la circulation automobile. On a permis de reconquérir quand même ces voies sur berge, d'en faire un site très agréable pour les Parisiens. Et évidemment, le coup d'après, c'était aussi la reconquête du fleuve. Il y a deux dimensions derrière ça. Il y a la qualité de vie. Le défi n'est pas le même, hein, quand même. Hein. Les voies sur berge, il suffit d'interdire la circulation. Oui, mais enfin, on se souvient à l'époque quand même des hurlements que ça avait suscité et des critiques que ça avait suscité. Bon, les gens sont désormais contents quand même que les voies sur berge servent à Paris à autre chose qu'à de la circulation automobile. Il y a deux sujets derrière. Il y a la qualité de vie, la qualité du cadre de vie, et puis deuxième dimension, puisqu'on sait qu'il y aura du réchauffement climatique, et en particulier ces fameux îlots de chaleur urbains, la question est de savoir comment on crée des îlots de fraîcheur en ville. Et précisément, le fait de pouvoir désormais se baigner dans la Seine, ce sera forcément un progrès demain. Je ne dis pas que j'irai tous les jours, c'est pas le sujet en fait. Mais c'est encore une fois la place de la nature dans la ville, et c'est un vrai débat de fond. Et c'est un beau débat. Non, c'est un débat. On va parler de ce qui s'est passé à Sciences Po. Cela dit, on plaisante, mais pour les Jeux Olympiques, alors là, stricto sensu, c'est un véritable souci. Parce que comme l'a dit cet ingénieur, cette femme-là, c'est ça le sujet. C'est si jamais il y a des... En tout cas, c'est très incertain. Des pluies importantes, c'est très incertain. Je suis pas sûr qu'on soit prêt. Hein. Mais si ça marche, à l'inverse, c'est un élément d'image tout à fait important. Ça sera bien. On va parler de ce qui s'est passé à Sciences Po. Un accord a donc été trouvé avec la direction après le blocage de l'institution par des manifestants pro-palestiniens, un compromis qui fait débat dans la classe politique. Mathias Araez. Historiquement lieu de débat, Sciences Po Paris est aujourd'hui dans la tourmente. Depuis vendredi dernier, le comité Palestine, groupe d'étudiants dénonçant la situation à Gaza, bloquait l'établissement. Une action dénoncée par l'exécutif. Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants. Même son de cloche pour une large partie de la classe politique. La tête de liste des Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, va plus loin et propose de retirer à l'école des financements publics. Au RN, Jordan Bardella parle, lui, de dérives idéologiques graves. On voit depuis plusieurs mois une lente et douloureuse dérive de Sciences Po, qui est censée être le creuset des élites de la République française et qui est devenue une ZAD où s'y retrouvent tous les sympathisants, toutes les sympathies des causes anti-flics, wokistes, de soutien à la gauche, à l'extrême gauche. À la France Insoumise, mouvement en appui de la mobilisation, on se dit prêt à soutenir d'autres blocages. Pendant tout le week-end, on les a salis, ils sont manipulés, instrumentalisés. Non, ils ne sont pas manipulés et instrumentalisés, ce sont des étudiants. En particulier, ils travaillent à Sciences Po sur les questions du droit international. Ils trouvent ça horrible ce qui est en train de se passer là-bas et ils se mobilisent et ils se lèvent. Et donc, plutôt que de leur jeter des anathèmes comme on l'a fait pendant tout le week-end, on devrait tous saluer leur mobilisation. Moi, je la salue en tout cas. Ce week-end, la direction a annoncé avoir obtenu un accord avec les groupes pro-palestiniens. En échange d'un débat interne concernant les partenariats de l'école avec les universités et les organisations soutenant l'État d'Israël, mais aussi l'abandon des poursuites contre les étudiants, le comité Palestine a assuré lever la mobilisation.
Mathieu, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé et sur la tournure politique qu'a pris cette mobilisation à Sciences Po? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'étudiants à Sciences Po et d'un mouvement de contestation particulier, et puis l'instrumentalisation par ailleurs par une partie de la classe politique du conflit en question. On se plaint souvent quand même, on se plaint même beaucoup, et je pense à raison, que le débat politique soit à ce point polarisé, à ce point radicalisé, et je me demande dans quelle mesure quand même on ne met pas tous collectivement un peu d'huile sur le feu avec cette affaire. Quand j'entendais honnêtement le Premier ministre, que je n'attaque pas directement, mais le Premier ministre dire qu'on importait une idéologie d'outre-Atlantique, quand j'entendais, pardon, mais je vais attaquer le Figaro, je lisais l'édito de Guillaume Tabar ce matin parlant d'une capitulation face à l'islamo-gauchisme. Bon, il s'agit de quelques dizaines d'étudiants qui manifestement défendent la cause palestinienne. Je dirais qu'à la faveur, entre guillemets, de ce qui s'est passé le 7 octobre, on a redécouvert, après des décennies d'oubli, la cause palestinienne et le martyre du peuple palestinien. Il me semble que certains étudiants, en tout cas, peuvent manifester en faveur de la cause palestinienne sans être immédiatement taxés d'antisémites, d'islamo-gauchistes ou que sais-je. Voilà. Ensuite, la question de l'instrumentalisation politique. Et pardon, mais les blocages dans les facs, ça fait partie de la vie des facs. Aux États-Unis, en France et partout. Et quand des mouvements sociaux ont émergé, c'est bien souvent à partir des facs que ça a existé. Donc, sauf à ce qu'on veuille absolument qu'une société civile ne soit pas vivante, ne soit pas vivace et ne bouge pas, je ne vois pas pourquoi on s'émeut de cela. Ensuite, qu'on discute et qu'on trouve les voies négociées d'un déblocage de Sciences Po me paraît totalement raisonnable, mais n'exagérons rien non plus. Yves, je vous laisse répondre. On regarde juste la une du Figaro. Sciences Po s'incline face à la pression islamo-gauchiste. Oui, il y a beaucoup de sectarisme là-dedans. Il y a principalement de l'instrumentalisation politique. Je suis désolé, mais c'est principalement ça quand même. C'est que s'ils avaient pas le sectarisme du Figaro. S'ils avaient pas le soutien de la France insoumise, il n'y aurait pas le même chahut. Il n'y aurait pas la même radicalisation, je suis désolé. Ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon travaille le sujet estudiantin. Il y a toute une stratégie qui est mise en place. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'il essaye de le faire. Tout comme d'ailleurs le Rassemblement national. Hein. Ils sont leur plan chacun pour le monde étudiant. Et il y arrive, il y parvient. Le 7 octobre lui a servi de marchepied. Pour lui, c'est une aubaine extraordinaire. Ce qui se passe, je dirais, à la gauche de la gauche dans notre pays, à l'extrême gauche, donc c'est absolument ahurissant de reprendre le langage et les options idéologiques qui sont affichées. Dont il ne partage pas d'ailleurs tous les thèmes. Quand on reprend les déclarations de Jean-Luc Mélenchon il y a 15 ans, mais il y a de quoi... Il y a de quoi vraiment, je veux dire, entrer en désamour avec la politique. C'est quand même dément, quoi. C'est là où vous voyez quand même comment le commerce électoral, ce que ça peut donner. Et c'est pour ça qu'on déteste la politique. Néanmoins, je pense qu'il a trouvé là un filon qui va être gagnant pour lui, parce que j'estime que, personnellement, et là je suis en désaccord avec beaucoup d'observateurs, j'estime que c'est lui à gauche qui a raison. C'est de travailler, de labourer ce chemin détestable et cynique des minorités, de les exploiter, parce que c'est un exploiteur. Quand vous dites qu'il a raison, c'est pour des visées électorales. Mais bien sûr, vous me dites c'est payant électoralement. Évidemment, et à tout prix. En ayant d'ailleurs, en présentant même cette militante dite palestinienne, qui apparemment a un curriculum vitae qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle est officiellement. Et on en est là. C'est assez grave, hein. C'est assez grave ce qui se passe, hein. Et de voir Sciences Po, qui est une école maintenant qui, à mon avis, a perdu toute crédibilité et qui est pas loin de fermer, hein, qui va... Non, mais je suis désolé, mais Sciences Po a une réputation qui est en train de dégringoler. On peut avoir des débats, on peut militer. C'est effectivement la vocation d'une école. Mais à ce point-là, je veux dire, le sectarisme qui est... je rappellerai quand même qu'il y a une jeune fille... de confession juive qui a été interdite d'amphithéâtre récemment. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous avez vu effectivement ce qui se passe aux États-Unis? Moi, je veux bien qu'on le prenne avec le sourire. Moi, ça me fait pas rire du tout. Pas sourire du tout. Mais vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis où les campus sont interdits aux Juifs? Mais on est où, là? Est-ce qu'il y a des campus qui sont interdits aux Noirs? Est-ce qu'il y a des campus qui sont interdits aux Arabes? Est-ce qu'il y a des campus qui sont interdits aux Arméniens?
Est-ce que ça, on va le tolérer, ça? Longtemps. Et quand j'écoutais tout à l'heure, et je vous ai trouvé d'ailleurs tout à fait sereine et apaisée vis-à-vis de M. Bompard, qui prenait des attitudes absolument... et qui vous attaquait sur les mots que vous utilisiez, mais on va se laisser marcher dessus combien de temps comme ça? Mathieu, je vous laisse réagir. Ce qui est ahurissant, pour reprendre le terme d'Yves Tréhard, c'est effectivement qu'une partie de la gauche ait réussi à instruire contre elle-même le procès en antisémitisme. Ça, pour le coup, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je rebondis par ailleurs sur personne ne prend l'affaire de l'antisémitisme en France à la rigolade. Personne ne rit de cela. La question est de savoir si quelques dizaines d'étudiants qui bloquent Sciences Po, en fait, constituent une menace. De la France Insoumise. Oui, mais donc... La France Insoumise, le vocabulaire qu'elle utilise, l'attitude qu'elle utilise, justement, c'est une attitude qui flirte habilement avec l'antisémitisme. Et ça, il faut le dire. Et ça, Mathieu Souquier, vous qui êtes un observateur politique, vous qui faites métier justement de décrypter la politique, vous ne pouvez pas le laisser passer, ça. Alors justement, je vais compléter ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça n'a aucun sens de dire, comme le dit François-Xavier Bellamy, que parce qu'il s'est passé ça cette semaine à Sciences Po, on va couper les robinets de financement public de Sciences Po et qu'on va fermer l'école. Oui, mais l'instrumentalisation politique, vous voyez bien qu'elle marche du coup dans les deux sens. C'est pas Bellamy le sujet, on est d'accord? Non, c'est pas Bellamy le sujet. Le sujet, en revanche, que vous posiez, c'est celui de l'efficacité électorale, tel que Jean-Luc Mélenchon manifestement la calcule. Ça, pour le coup, moi j'ai un gros doute. Je ne crois pas comme vous qu'au plan électoraliste, ce soit tout bénef. Je reviens sur la présidentielle de 2022. On se souvient qu'il y a eu un effet de vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement, malgré La République c'est moi, a terminé à 22%. La Fondation Jean Jaurès avait produit une étude à l'époque qui avait montré que quasiment un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon au premier tour considérait qu'en dépit du vote utile, il ne voulait pas qu'il soit président de la République parce qu'il considérait que Jean-Luc Mélenchon avait un rapport compliqué à la démocratie. Et au vu de ce qui s'est passé depuis 2022, je pense à l'affaire Quatennens qui a débranché de la France Insoumise une partie de l'électorat féminin, et je pense là à ce qui se passe précisément sur la question géopolitique globale. Il y a l'Ukraine d'un côté et il y a à plus forte raison le Proche-Orient aujourd'hui. Je pense, et moi je prends le pari, qu'il perd des plumes et qu'il perd des voix en faisant cela. Alors... on verra. Nul n'est capable de dire ce qui va se passer. Moi, je rappelle quand même qu'il a un potentiel électoral, effectivement, dans certains quartiers, dans certaines catégories de la population qui augmentent considérablement, et qu'à mon avis, son discours peut avoir des résonances, peut séduire. Mais dès les européennes, parce qu'on va parler de la campagne des européennes dans quelques secondes, ça veut dire que ça peut lui profiter dès les européennes pour vous? Oui, enfin, c'est pas lui qui est en tête de liste. Mais quand bien même, regardons les sondages. Non, mais la candidate précisément, qui est en 7e position, elle n'est pas en très bonne position. Non, mais quand même. On a l'expérience de ce qui s'est passé et ce qui s'est produit auparavant, où il a fait une campagne et où il a eu un résultat qui était assez médiocre quand même en 2019, de l'ordre de 6 à 7%. Ouais. Et il s'est retrouvé quand même à 400 000 voix de qualification au deuxième tour en 2022. Ouais, je lance Alex. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il sait faire de la politique. Ça, il sait faire. Et le Proche-Orient, ça peut changer. Mettre la question du conflit israélo-palestinien au cœur de la campagne des européennes, précisément, ça ne parle pas à l'opinion publique française, qui en fait, je regardais les sondages, une préoccupation totalement secondaire. Ça n'apparaît même pas dans le tableau des préoccupations des Français. Et deuxième dimension, je pense au travail qu'a fait Destin Commun, le think tank Destin Commun, je crois que vous recevez régulièrement sa directrice, sur, là encore une fois, le rapport que les Français peuvent entretenir à un sujet aussi sensible que cela. Comme le dit régulièrement Laurence Nerveau, la France, c'est pas Twitter. Et si on voit effectivement que ce type de sujets peuvent embraser les réseaux sociaux, quand vous posez aux Français la question du conflit israélo-palestinien, eux sont en réalité très équilibrés dans la façon dont ils appréhendent en fait la problématique. Et très équilibrés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un jugement à peu près nuancé et sur la cause palestinienne et sur les agissements. Jean-Luc Mélenchon a eu la bonne... il sait ce qu'il... Il dit que les européennes, c'est son tour de chauffe, en fait. Hein. C'est la première marche de l'élection présidentielle. Pour 2027, ouais.
Oh, Non, allez-y, un dernier. On va continuer à parler des européennes. Il y a autre chose. Le clivage qu'orchestre aussi Jean-Luc Mélenchon autour de cette question n'est pas anodin. Il y a toujours de la stratégie et de la tactique derrière ce que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est le sujet qui clive à gauche. Et l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, puisque Yves Tréhard parlait de la présidentielle de 2027, le sujet, c'est que Jean-Luc Mélenchon sait très bien qu'il ne peut pas être le candidat de la NUPES à l'élection présidentielle de 2027, que son intérêt aujourd'hui, contrairement à ce qu'il était il y a 2 ans, où il fallait faire la NUPES pour élargir la base parlementaire, c'est de casser la NUPES et de rendre les partenaires de la NUPES prétendument responsable de cette fracture. On continue à parler des européennes. De l'autre côté, complètement déchiqué, on parle de Jordan Bardella. Ah oui, Jordan Bardella qui a dévoilé le nom de la personne qui allait être avant-dernière de sa liste des élections européennes. Et il s'agit de Marine Le Pen. Marine Le Pen va enfin s'engager dans la campagne des européennes du RN, nous dit Jordan Bardella. On l'écoute. Et Marine Le Pen va entrer en campagne dans ces prochains jours à mes côtés. Parce qu'en réalité, qu'à compter du 1er mai, à compter de mercredi prochain, nous allons rentrer dans cette dernière ligne droite de la campagne. Et c'est l'occasion aussi pour le duo que nous formons avec Marine Le Pen d'entrer un peu plus... de manière un peu plus importante en campagne, parce que les Français commencent à s'intéresser à cette élection européenne. Et Marine Le Pen qui va donc participer au meeting de Perpignan ce mercredi, dans lequel Jordan Bardella dévoilera l'intégralité de sa liste de candidats aux élections européennes. Louis Alliot, le maire de Perpignan, numéro 2 du parti, sera en dernière position sur la liste. Voilà, Jordan Bardella qui rentre dans une autre phase de sa campagne. Il dit les Français commencent à s'intéresser à l'élection. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Jordan Bardella, il est largement en tête. On le voit dans votre ligne quotidien IFOP pour le Figaro. L'élection, elle est déjà jouée pour vous, Yves? Non, parce qu'il y a encore... il y a beaucoup d'incertitudes et il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, on le sait, et les sondages le montrent, c'est que l'intérêt pour les élections européennes croît au fur et à mesure que le temps passe. Et plus on approche du scrutin, plus les gens se mobilisent. Donc on verra, cette mobilisation peut changer la donne. L'abstention faisant peut-être le jeu de Rassemblement national. Bon, c'est une règle, je ne sais pas si elle est vraiment réelle, mais bon. Et puis il y a plein d'incertitudes autour de Reconquête, autour de tous les partis d'ailleurs. Hein. Alors, bon, Marine Le Pen, est-ce qu'elle a besoin? C'est symbolique. Bon, c'est leur cuisine électorale, c'est leur cuisine interne. Est-ce qu'elle a besoin d'être avant-dernière sur la liste pour participer à la campagne électorale? C'est pas à moi qu'on va la faire, hein. Ni à personne, je crois. Elle a son mot à dire et elle dit son mot quand elle le veut. Et ça porte à chaque fois. Donc c'est un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Non, ce qui va être intéressant, c'est sur la liste de la majorité présidentielle, où le président de la République avait encouragé et M. Bayrou et M. Philippe, et quelques autres d'ailleurs, à figurer sur la liste en queue de liste également. On va voir si ça va se faire. Mathieu, en tout cas, c'était présenté comme une façon d'aider Valérie Ayé, qui avait un déficit de notoriété. On voit bien que, alors que Jordan Bardella n'a pas ce problème de notoriété, en réalité, on fait la même chose. Alors qu'ils se réjouissent que l'arrivée de Marine Le Pen permette d'entrer dans les débats, en fait, c'est un peu ironique, parce que j'ai compris que Jordan Bardella, quand même, de ce point de vue-là, depuis plusieurs semaines, en fait, ne participait à aucun débat. Pour que le débat existe, il suffit d'y participer. Et j'ai même compris qu'il n'avait pas répondu aux questions des journalistes après sa conférence de presse de la semaine dernière. Donc c'est un peu cocasse. Le discours que Emmanuel Macron a fait la semaine dernière, je ne reviens pas sur son contenu et sur sa longueur. Je me dis en revanche qu'il peut avoir une vertu. Alors sans doute imagine-t-il qu'elle en aura pour la dynamique de la campagne de la majorité présidentielle, mais au-delà de ça, effectivement, peut-être qu'il va permettre qu'on entre dans le débat des européennes. Parce que pour l'instant, si les débats ont eu lieu, il est vrai que la politique nationale s'y est beaucoup invitée et qu'on a du mal en réalité à parler d'Europe. Or, Destin commun, je recite encore Destin commun, a publié une étude très intéressante sur les attentes des Européens par rapport au scrutin européen qui démontre que nous sommes de très mauvais élèves, nous Français, par rapport à la question européenne. On s'y intéresse peu, on la connaît mal, et cette méconnaissance très supérieure chez nous à celle qu'on observe chez nos voisins, en fait, produit une défiance très particulière. Et là, pour le coup, il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'extrême droite est chez nous, loin devant tous ces autres concurrents. Mais c'est le cas, malheureusement, allais-je dire, en Allemagne, en Italie et ailleurs. Et donc, tout l'enjeu du scrutin, et je ne suis pas sûr que les électeurs français aient totalement en tête cette problématique, ce scrutin est pour le coup, a une importance pour le coup tout à fait majeure. Parce qu'on pourrait se retrouver pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, après le 9 juin, avec, si ce n'est une minorité de blocage de la part des partis nationalistes, en tout cas une montée en puissance qui précisément modifierait considérablement, profondément en fait le fonctionnement de l'Europe dans les 5 prochaines années. On se retrouve avec ceux qui ont toujours combattu l'Europe, qui pourraient demain en fait prendre une partie du pouvoir en Europe. Et ça changerait tout.
On va parler de reconquête, justement, puisque la conseillère et compagne d'Éric Zemmour rentre dans l'arène politique, Alex. Et oui, Sarah Knafo a dirigé la campagne d'Éric Zemmour à la présidentielle 2022, mais pour ces élections européennes, elle passe de l'autre côté du champ politique, puisqu'elle sera en 3e position sur la liste de Marion Maréchal. Et elle a fait ce week-end ses premières interviews, ses premières déclarations en tant que candidate, et elle attaque le Rassemblement national frontalement. Regardez. Notre philosophie politique, c'est de toujours dire ce qu'on croit être bien pour les Français. Et pas seulement ce qu'on pense être l'humeur du jour, le résultat d'un sondage. Je vais vous donner des exemples très simples. Très bien. En 2012, certains sondages disent que les Français ont peur du nucléaire après Fukushima. Marine Le Pen se prononce contre le nucléaire. Aujourd'hui, elle est pour parce que les Français ont compris à quel point le nucléaire faisait baisser leur facture d'électricité et à quel point c'était une énergie verte. En 2004, Marine Le Pen est contre la loi sur l'interdiction du voile à l'école, loi qu'elle qualifie de démagogique. Aujourd'hui, elle est pour parce que les Français sont pour. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Voilà, donc bonne ambiance entre Reconquête et Rassemblement national. Ouais, et on le voit, est-ce que l'entrée en campagne de Sarah Knafo, qui sort de l'ombre, peut commencer à faire une remontada chez Reconquête? On le voit qu'elle cible le Rassemblement national beaucoup plus que Marion Maréchal. Oui, alors, je suis pas sûr. Je pense qu'elle a un vrai déficit de notoriété. Le microcosme sait qui est Sarah Knafo. Je pense que sur les voix des Français, ça n'a absolument aucun impact. Le passage que vous montriez, précisément, illustrait ce que je disais à l'instant. Elle ne parle que de politique nationale. Elle ne parle pas du tout d'Europe. Or, manifestement, elle aspire à exercer un mandat de députée européenne et ce serait intéressant que nous ayons la vision de Sarah Knafo sur ce que doit être l'Europe demain et ses grands enjeux. Reconquête fait exactement ce qui se passe à gauche. On voit bien qu'il y a un enjeu de leadership dans chaque camp et que donc, au lieu de discuter d'Europe, comme je le disais à l'instant, et par ailleurs de éventuellement viser ceux qui sont réellement ses adversaires, on vise ses alliés potentiels. Voilà. Alors, ce qui est à noter, effectivement, je ne sais pas quel sera le rapport de force à la fin entre Reconquête et le Rassemblement national. Ce qui est à noter, c'est que nous, il y a le rolling du Figaro, évidemment, avec l'IFOP, que j'invite tout le monde à suivre quotidiennement. Il se trouve qu'avec la Fondation Jean Jaurès, on a un gros panel mensuel dont la nouvelle vague sort là dans Le Monde de ce soir, qui dit que Jordan Bardella reste à 32%. C'est un panel avec 13 000 répondants, donc c'est quelque chose d'extrêmement fiable, avec des marges d'erreur qui sont assez limitées. Donc Jordan Bardella est à 32 et Reconquête est à 7. Donc on voit bien qu'on a une extrême droite qui fondamentalement est à 40. Donc c'est pas seulement le RN qui serait loin devant tous ces autres concurrents, c'est l'extrême droite qui pèse pour un scrutin européen à un niveau qu'on n'a jamais connu. Et encore une fois, demain, ça veut dire que si l'extrême droite est aussi forte au Parlement européen, sur les questions géopolitiques, la Russie et l'Ukraine d'une part, ou sur la question du Green Deal et de la transition environnementale, les 5 prochaines années n'auront pas du tout la même allure. Un dernier mot rapidement sur Sarah Knafo, qui s'est déclarée dans le Figaro, d'ailleurs. Oui, non, on verra, mais c'est vrai que moi, je partage ce que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connue en France, elle est connue dans le petit cercle, mais et encore, à mon avis, de la droite, mais je suis pas sûr que ça ait un impact énorme. Mais ça va être très intéressant parce que c'est, à mon avis, c'est une élection qui est déterminante pour l'avenir du mouvement d'Éric Zemmour. Et qu'on suivra évidemment votre journal de campagne, Alex, ce sera tous les lundis. Et on passe à la revue de presse, ça c'est tous les jours. Et Alex, on parle beaucoup de défense en ce moment. Le ministre des Armées est en visite en Corse aujourd'hui pour parler du rôle stratégique de l'île et évoquer la défense européenne. Et oui, Sébastien Lecornu se rend aujourd'hui sur la base de Solenzara pour annoncer 344 millions d'euros d'investissement afin de renforcer nos positions stratégiques sur l'île de Beauté, la base de Solenzara qui est l'un des points d'appui importants de notre défense aérienne pour certaines opérations. Et dans une interview au journal Corse Matin, Sébastien Lecornu est aussi revenu sur le bouclier antimissile européen évoqué la semaine dernière par Emmanuel Macron. Alors il assure que ce ne sera pas le dôme de fer israélien, mais que chaque pays européen devra acheter des systèmes de défense antimissiles à moyenne ou longue portée. Et puis Corse ce matin revient aussi sur la réforme du statut de repenti qu'Éric Dupond-Moretti veut mener pour lutter contre le crime organisé en s'inspirant du modèle italien. Des complices de crimes de sang qui collaborent avec la justice pourront obtenir ce statut et donc une réduction de peine et une protection. À la une de l'Union, c'est le projet de loi sur la fin de vie qui inquiète les soignants. Oui, un texte qui est examiné actuellement par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et qui prévoit une aide à mourir
pour ces patients dans des conditions strictes, après avis d'un collège de médecins. Et cette loi, elle crée un dilemme chez les soignants, c'est-à-dire dans l'union des soignants qui pourront utiliser leur clause de conscience pour refuser d'administrer le produit létal. Une infirmière libérale dans le département de la Marne témoigne dans le journal L'Union, je la cite, « Je peux administrer des produits qui vont soulager la personne, mais des produits qui vont entraîner le décès rapide de la personne, je ne le conçois pas », sans oublier l'impact psychologique sur les soignants qui vont pratiquer cet acte. Je cite un autre infirmier dans les Ardennes, celui qui fait l'injection peut vite se dire que c'est lui qui a tué le patient. À la une de la Dépêche du Midi, des nouvelles peu rassurantes sur la grippe aviaire. Et oui, l'Organisation mondiale de la santé est très inquiète face à la propagation de ce virus qui se transmet entre les oiseaux, mais qui s'est propagé à d'autres animaux, des mammifères, et il pourrait toucher l'homme désormais, puisqu'un premier cas de transmission du virus d'une vache à un homme a été signalé au Texas, avec 2 moyens d'attraper la grippe aviaire, par les voies respiratoires ou par les voies oculaires. Et pour l'instant, aucune transmission du virus entre êtres humains n'a été prouvée. Et puis, toujours pour se rassurer, Midi Libre consacre sa une à la tique porteuse de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, un acarien qui a été repéré dans certains élevages de chevaux et de vaches en Occitanie, et ça inquiète les chercheurs. On termine par du plus léger quand même, du foot, c'est bientôt la fin de la saison. C'est bientôt la fin de la saison, et cette fin de saison, elle est réussie pour l'Olympique lyonnais, autant chez les féminines qualifiées en finale de la Ligue des Champions que chez les hommes qui croient encore à l'Europe après leur victoire contre Monaco. Donc c'était la une du Progrès, une victoire de Lyon contre Monaco qui d'ailleurs a donné le titre de champion de France officiellement au Paris Saint-Germain. Les Marseillais peuvent également rêver d'Europe, c'est à la une de La Provence. Les Brestois sont eux sûrs de participer à une Coupe d'Europe l'année prochaine. Après un match fou, ont remporté 5-4 contre Rennes, c'est à la une du Télégramme. Et puis Clermont croit encore au maintien en Ligue 1, c'est à la une de La Montagne. Merci Alex, merci, bravo les Bretons. À demain Alex. Merci Mathieu. Merci. Et on suit le baromètre de la Fondation Jean Jaurès. Absolument, dans Le Monde de ce soir. Et la une du Figaro, on en a parlé, Sciences Po s'incline face à la pression islamo-gauchiste. Exactement. Merci beaucoup Yves, à la journée. Semaine prochaine, bonne journée, merci à tous de nous avoir suivis. À 17h, vous suivrez en direct l'audition de Patrick Pouyanné devant le Sénat, le PDG de Total. Et à 22h, vous retrouvez Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.